Salam alaikum. Bienvenue à un autre épisode podcast de la série d'AJMM, Parlons Islam. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que nous avons un invité spécial. Nous avons l'honneur de l'accueillir. C'est le frère Yasser Lahlou du NCCM. Donc, mon frère Yasser, salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue à toi, mon frère. Merci, merci. Donc, à travers ce que le frère Yasser incarne, il nous fait réaliser à quel point, dans la communauté musulmane, surtout dans un pays non musulman, nous n'avons pas simplement besoin d'imams, de conférenciers d'islam ou de récitateurs de Coran, mais nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de musulmans qui sont en droit, qui militent pour les musulmans qui sont opprimés. Nous avons besoin de musulmans politiques. Bref, toutes sortes de musulmans qui sont actifs sur le terrain afin de faire bouger les choses, Inch'Allah. Donc, le frère Yasser, donc, Masha'Allah, c'est une source d'inspiration. Donc, encore une fois, barakallahu fik, merci d'être ici, Khawima. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être avec vous. Donc, Yasser, de mon côté aussi, je suis très content qu'on peut te recevoir aujourd'hui. On est vraiment content de pouvoir t'avoir avec nous. Et Marwan a laissé entendre que tu es quelqu'un d'impliqué dans la communauté. Toi, tu es vraiment sur le terrain, du côté politique et tout. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu plus en détail en quoi consiste ton rôle concrètement? Absolument, absolument. Ben, écoutez, moi, comme vous l'avez très bien dit, ça fait des années que je suis impliqué au sein de la communauté musulmane, puis ça fait à peu près 3 ans que j'ai professionnalisé cet engagement-là, en m'engageant pour le Conseil national des musulmans canadiens. Donc, ça, c'est une organisation qui est partout dans le pays, OK? Et c'est l'organisation principale pour la défense des droits des musulmans dans ce pays, OK? À chaque fois qu'il y a un problème qui touche quelqu'un par rapport à son identité ou son appartenance musulmane, le Conseil national des musulmans canadiens est là pour supporter. Beaucoup par le passé, peut-être un peu maintenant, et on sait que le Conseil national des musulmans canadiens, c'est une organisation avec une bande d'avocats. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a des avocats qui vont apparaître de quelque part. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout à fait vrai ni tout à fait faux. On a un département juridique que oui, dans certains cas, il va falloir de l'aide juridique. On a aussi des personnes qui travaillent avec les différentes parties prenantes dans les différents niveaux de gouvernement pour justement, il y a certains problèmes ou enjeux qui touchent la communauté qui méritent justement d'être exprimés d'une façon très claire à certains preneurs de décision. On a aussi un département d'éducation parce qu'il y a des enjeux aussi au niveau des institutions professionnelles dans les entreprises par rapport justement aux musulmans et surtout l'islamophobie et aussi dans certaines institutions académiques justement pour s'assurer qu'il y a un environnement qui est ouvert et qui est propice au vivre ensemble. Dans le fond, si par exemple quelqu'un vit ce qu'il juge être de la discrimination, un musulman, et il n'est pas sûr si, par exemple, son employeur a le droit de dire ou de faire telle chose au niveau de la loi, il peut faire appel à vous, c'est ça? Le Conseil national des musulmans canadiens, avec ses avocats, offre ces services-là, justement. Si on n'est pas sûr, moi, mon meilleur conseil, ça serait de faire un signalement. Tu vas parler à un expert, il va voir ce que tu traverses, puis il va te donner des recommandations par rapport à ta situation. Effectivement. Alhamdulillah, c'est vraiment bien qu'on ait une ressource comme ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont même pas au courant qu'on a cette possibilité-là quand on rencontre des problèmes au travail ou quoi, qu'il y a un organisme qui est prêt à nous aider. Donc, est-ce que vous faites de la pub, du marketing pour essayer de faire savoir aux musulmans qu'on est là, on existe? L'engagement avec la communauté, c'est le centre de notre travail, OK? Autant en personne, et ça prend beaucoup de mon temps, que à travers les réseaux sociaux, à travers différents canaux. Puis, si on a des ressources, c'est pour les utiliser. Donc, on veut s'assurer que les musulmans puissent les utiliser quand ils en ont besoin le plus. Ben, en parlant de ça justement, je suis vraiment intrigué de savoir, ben, j'assume qu'Hicham aussi, quelles seraient, on va dire, les 2 ou 3 anecdotes que tu as vécues sur le terrain, lors de tes fonctions, qui t'ont le plus marqué, on va dire? C'est une bonne question. Si je devais faire une liste de ceux qui m'ont le plus marqué, on dépasserait le 2-3, fait qu'on va rester à celui-ci, puis je vais vraiment commencer avec celui qui m'a vraiment marqué avant même de m'engager avec ce travail-là, de défense des droits des musulmans. Le 29 janvier 2017, il y a un homme qui est rentré au Québec, à quelques kilomètres d'ici, centaines de kilomètres d'ici, il est rentré dans une mosquée dans la ville de Québec et a tiré sur des personnes, pour la seule raison qu'ils étaient musulmans. Il est rentré, il a tué 6 personnes, il a fait presque une vingtaine de blessés et ça a profondément marqué la communauté musulmane. C'est l'attaque contre un groupe religieux dans l'histoire du Canada le plus meurtrier et c'est contre notre communauté et c'est à quelques centaines de kilomètres d'ici. Puis ça fait 8 ans, OK? On vient de passer le 8e anniversaire de commémoration, mais les réflexions qui suivent cette atrocité qui a eu lieu, elles sont encore valides au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Ça a eu des répercussions. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, qui ont dit: «Oui, on pensait qu'on allait passer à autre chose. On allait sortir d'un cycle d'islamophobie vers un cycle de plus de vivre ensemble justement ou d'acceptation de la présence musulmane un peu plus». Mais pas plus tard qu'il y a 2 semaines,
il y a une mosquée, bon, vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens chialent, peut-être parce que la circulation est un peu plus difficile durant l'heure du vendredi, qui est un moment de rassemblement de la communauté. Bon, ça, c'est un fait. Mais dans les commentaires, ce que je voyais, c'est que je voyais des choses qui faisaient allusion justement à l'attentat de la mosquée de Québec. Waouh! Et on met une photo de l'assassin et on commente à votre service. Waouh! Ça, pour moi, c'est inacceptable et ça m'a touché parce que c'est ma communauté locale. C'est ma mosquée où j'ai grandi et c'était impératif pour moi d'aller apporter ça aux autorités compétentes, c'est-à-dire la police, pour gérer cette situation. C'est absolument inacceptable. Il y a 6 personnes qui sont mortes. Il y a des gens qui sont marqués à vie, les orphelins, les survivants. Puis on se permet 8 ans après à faire des références à ça pour des gens qui, eux aussi, voulaient juste aller prier, qui voulaient exercer leurs droits en toute sérénité. Pour moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Sinon, si je devais donner un deuxième élément qui me choque au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez probablement, depuis avril 2023 au Québec, il est interdit de prier de manière manifeste dans les écoles. Ça, c'est pour les écoles primaires et secondaires. Il y a un décret du ministère de l'Éducation du Québec, M. Bernard Drinville, qui a dit que c'est interdit. Fait que là, les étudiants qui ont une foi, qui veulent pratiquer leur foi, se retrouvent dans des situations où ils veulent prier quand même. Ils ont ce besoin-là, ils ont besoin de se ressourcer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'être un peu créatifs. Ils disent, OK, on ne peut pas prier à l'école, il y a ce décret-là. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir dans la cour d'école. Je vais faire -5, -10, -20. Ils ont ce besoin-là. C'est bon pour eux. Donc, ils vont prier dans la cour d'école, dans un coin discrètement dans leur heure de pause et à -20 degrés, on leur dit on les avertit. Certains sont même menacés de sanctions et d'expulsion de leur école. Pourquoi? Parce qu'on leur dit: «Non, non, ça, c'est sur le terrain de l'école. Tu as toujours pas le droit et tu dois» et ça, c'est pas ça peut arriver juste une fois ou 2. J'entends souvent ça de parents en détresse qui m'appellent pour me signaler cet incident-là. Et là, ce qu'on leur dit dans une situation qui m'a vraiment marqué, on leur a dit: «Non, non, allez sur le trottoir si vous voulez prier». Donc, c'est comme ça que certains étudiants, malheureusement, sont traités parce qu'ils ont une foi. Et ça, c'est tout simplement inacceptable et moi, ça vient me chercher ça et ça me marque. Moi, mais clairement. Moi, j'aimerais revenir sur, le premier incident que tu as mentionné, les menaces que tu as vues dans la section des commentaires. Parce que tu sais, d'habitude, on essaye par principe d'humilité, par principe d'éducation, on essaie d'être un peu on peut paraître un peu sévère envers notre communauté. Tu sais, par exemple, on lui dit, «Faites attention au stationnement, respectez le voisinage», de donner une bonne image de nous parce que tout ça, ce sont des concepts réels de notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: «Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru». Donc le musulman, il a le devoir de ne pas repousser les gens de sa religion, de sa foi. Il doit être présentable, il ne doit pas créer cette peur ou cette haine envers sa religion à cause de sa façon d'agir. Mais je trouve que là, il y a rien il y a aucun comportement désagréable de la part d'un musulman qui pourrait justifier ce genre de commentaire-là, de faire allusion à quelqu'un qui a enlevé des vies et le présenter comme un sauveur, donner d'autres idées similaires à d'autres personnes. Voilà pourquoi vraiment, barakallahu fik, je te félicite pour l'intervention que tu as faite. C'est que il faut que nos jeunes et les membres de notre communauté comprennent que ça, c'est tolérance zéro. Ce genre de choses, tu ne laisses pas ça passer. Directement, tu prends les mesures Si nécessaires. je peux rebondir sur ça. OK, en tant que communauté, ce qu'on vit sur le terrain, c'est pas nécessairement reflété dans les chiffres des autorités, c'est-à-dire la police, dans les directions d'école, et cetera. On vit beaucoup d'incidents qu'on parle d'entre nous, on entend parler, on se fait appeler pour les signalements, mais on les signale jamais à la bonne personne, aux autorités compétentes. Fait que les autorités compétentes n'ont pas une vue globale de ce qu'on vit. Et le problème avec ça, c'est que s'ils n'ont pas une vue globale, ils vont pas être en mesure de régler les problèmes qu'on vit. Parce qu'ils vont dire, ben, écoutez, on ne sait pas ce que vous vivez. Donc, c'est très important et je rebondis sur ton invitation que tu as fait à l'audience. Oui, si on vit quelque chose, on se fait viser par rapport à notre foi, par rapport à notre identité musulmane ou quelque chose dans le même genre, c'est très, très important de savoir à qui je peux le signaler. La pire chose, c'est de rester silencieux. J'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que dans le sentiment public, on dirait qu'il y a une tolérance réduite envers le musulman quand il se passe quelque chose. Donc là, tu as dit le trafic était plus difficile à l'heure du vendredi pendant la prière. Et donc là, automatiquement, des gens étaient frustrés et ils ont vidé leur frustration avec ce que tu as décrit. Mais j'ai l'impression que si c'était un concert ou quelque chose d'autre qui n'était pas attribué à la communauté musulmane, les gens ont plus tendance à être patients. Mais là, étant donné que c'est associé avec les musulmans, leur tolérance est réduite. Dès qu'on fait quelque chose qui les dérange un minimum, alors que c'est tout à fait normal que s'il y a un événement où beaucoup de gens se présentent, bah, le trafic va être réduit, c'est normal, on ne fait rien d'illégal. Mais étant donné que la communauté musulmane existe et a un impact,
eh bien, la tolérance est réduite et ça frustre beaucoup plus rapidement. Puis ma question pour toi, c'est que j'imagine que tu traites aussi avec les autorités compétentes quand il y a des signalements de certaines choses comme tu as décrit. Et est-ce que tu vois qu'il y a cette tolérance réduite du côté des autorités compétentes ou pas? Est-ce que quand c'est une histoire d'islamophobie, on est plus doux Mmh. que quand c'est autre chose? Je vais commencer par rebondir sur un point que tu as dit au début. Je vais être juste. Si on regardait les commentaires, les centaines de commentaires qui ont été partagés justement par rapport à cet incident-là de circulation, là, qui était un peu plus complexe, les commentaires qui étaient de nature haineuse ou discriminatoire envers la communauté, c'était une extrême minorité. De On voyait des gens justement supporter et expliquer ce que tu viens de dire. C'est que c'est un événement, c'est normal. Et la solution, c'est peut-être la signalisation, c'est peut-être faciliter justement une meilleure gestion de la circulation durant ce moment-là. Donc, je vais être très juste. Ça, c'est une minorité de personnes. Mmh. Mais quand il y a une minorité de personnes qui se permet d'aller publiquement, puis c'est pas avec un compte anonyme, la personne était identifiable. Il y a des personnes qui peut-être pensent la même chose, pensent pire, mais qui n'osent pas l'exprimer. C'est là que je veux dire. Mais en majorité, dans ce post-là et dans les autres posts, quand je gère des situations comme ça, il y a énormément de support. Il y a vraiment cette conscience-là de la communauté musulmane fait partie du tissu social au Québec aujourd'hui. Il n'y a pas d'exclusion. Par rapport à ton deuxième point, comment les autorités compétentes gèrent justement les signalements d'actes d'islamophobie? Je suis très content de voir, si on parle par exemple des services de police de la ville de Montréal, ils font un effort actif et proactif pour justement gérer ces incidents-là. Il y a au SPVM, qui est probablement le plus gros service de police de la province, il y a un module des incidents et crimineux qui se spécialise justement à traiter ça. Parce qu'un policier, à la base, il y a plusieurs choses à se gérer. Mais quand on a un département qui est spécialisé dans les incidents et crimineux, puis qui travaille, puis un suivi, puis travaille à lutter contre ça, c'est très positif. Et l'avantage justement de faire des signalements dans les différentes institutions, que tu sois à l'école, à l'université, dans la ville, au travail, de faire des signalements, c'est que tu montres une réalité qui est négative, qu'on doit changer. Et les preneurs de décision, les directions vont dire, OK, on a un problème, on va mettre les ressources qu'il faut pour gérer ce problème-là. Et c'est à travers ça que les différents départements de lutte d'incidents criminels ont eu lieu. C'est parce qu'il y a eu une réalité sur le terrain qu'il fallait changer. Subhanallah, je t'écoute, parler, Yasseb, et ça fait juste confirmer à quel point on est reconnaissant de t'avoir aujourd'hui parce que peut-être que bon, j'ai pas envie d'avoir l'air que je suis tout en train de descendre les imams là, ce n'est vraiment pas ça. Mais c'est que parfois peut-être un imam n'est pas sur le terrain et là, il aura un discours sur le minbar lors de la prière du vendredi ou autre qui pourrait peut-être créer de la peur chez les musulmans ou parfois même les musulmans, les prières, tu les entends parler, plus ont un discours du genre, «Ils nous détestent tous, ce sont tous des racistes, on n'a aucune chance de vivre correctement si on reste ici» et cetera. Mais là, le fait que toi, qui est quelqu'un qui est sur le terrain, qui fait des études sur ce genre de sujet-là, tu viens de nous informer que non, il y a tout un département qui est là pour adresser ce genre de choses. Que dans les commentaires, oui, il y a des commentaires racistes, islamophobes, mais ils sont minoritaires. Ça permet de garder un peu espoir et ne pas tomber dans l'émotionnel exagéré. Ce que je veux dire sur ce point-là, moi, grâce à mon travail, j'ai le privilège de servir la communauté partout dans la province. Et des imams, j'en connais beaucoup. Ce que tu viens de dire par rapport à certains imams qui tiennent un discours comme ça, personnellement, j'ai jamais entendu ça, OK? Puis je vais dire quelque chose encore plus, c'est que les différents acteurs et individus de la communauté musulmane, s'ils entendent un discours comme ça va pas résonner avec eux du tout. C'est très, très, très Ils marginal. vont le condamner. Ils vont absolument le condamner. Les musulmans sont conscients de leur place dans la société. Puis ils sont conscients que ce discours-là n'a pas sa place dans notre communauté. Donc ça, c'est à travers mes observations-là. Puis après, si ça a eu lieu, ben, si je ne l'ai pas vu, ça veut dire qu'on s'en est chargé de façon très efficace pour le faire. Non, mais tu as raison, tu as tout à fait raison. La majorité, alhamdoulilah, elle est consciente. C'est juste que parfois, j'ai l'impression qu'un extrême attire un autre et donc parfois, on a toujours peur que quelqu'un pourrait tomber dans un état émotionnel en réaction à cet extrême-là. Donc si on peut dès maintenant mettre les choses au clair, c'est Mais tu soulèves un bon point. Tu soulèves un bon point dans notre communauté, c'est-à-dire le rapport avec l'autorité, le rapport avec le pouvoir. Des fois, c'est pas toujours évident, OK? C'est pas toujours évident d'aller voir, ben, premièrement, peut-être tu les connais pas, c'est qui à qui tu dois signaler, il faut savoir à qui tu vas signaler et deuxièmement, c'est pas évident, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment formuler et tu sais même pas si tu vas être pris au sérieux. Tu te dis: «Mais peut-être je leur fais perdre leur temps».
Puis, il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Comme vous savez, la grosse partie de la communauté musulmane au Québec, elle est issue de pays où normalement il n'y avait pas ce genre de système-là, de mécanisme qui facilitait les signalements et le rapport avec l'autorité n'était pas toujours évident. Mais notre communauté aujourd'hui, là, d'après mes observations, elle comprend très bien ce qu'il y a à sa disposition puis qu'elle a un rôle à jouer là-dedans. Mmh. Bah, c'est vraiment intéressant parce que maintenant que tu nous as montré que les autorités compétentes, elles prennent au sérieux les signalements d'islamophobie, c'est un message à tout le monde et à toute la communauté de signaler si jamais il se passe quelque chose et de comprendre que parce que souvent ce qu'on entend c'est: «OK, je vais signaler, mais à quoi ça va servir?» C'est toujours cette perspective de là, c'est inutile. Mais en réalité, ce que tu nous dis, c'est que non, c'est pas du tout inutile et les autorités le prennent au sérieux et même de manière globale, ça peut avoir, un impact sur certaines lois qui vont venir plus tard et tout. Quand les autorités vont voir que, OK, c'est un problème qui est récurrent, donc il faut qu'on fasse quelque chose pour le régler. Donc c'est super intéressant. Je vais te donner un exemple du SPVM lui-même. Puis les gens demandaient au SPVM, par exemple, OK, mais si je signale un incident haineux, qui est juste un incident, c'est-à-dire, c'est quoi un incident haineux à la base? C'est, tu te fais insulter dans la rue, telle insulte par rapport à ton identité ou quoi que ce soit. Si tu le signales, OK, bien sûr, c'est pas un crime, donc ça va pas nécessairement aller loin, parce qu'il y a une différence entre un crime haineux, un incident haineux. Un incident, c'est par exemple une injure. Après, si c'est une menace, là, ça tombe potentiellement à un crime. Si c'est du vandalisme, c'est un crime. S'il y a de la violence physique, et cetera, l'harcèlement, ça, c'est un crime. Mais ça, il y a aussi des incidents qui vont pas tomber dans le crime, mais qui doivent être signalés. Et le SPDM, par exemple, si, par exemple, il y a quelqu'un qui a un historique, qui est connu des services de police pour viser les musulmans ou les musulmanes ou quoi que ce soit, par des incidents. Si jamais il finit par commettre un geste criminel contre un musulman, ben là, il y a une historique pour dire, regarde, cette personne-là, elle cible les musulmans. Fait que ça va jamais être perdu, même s'il y a rien qui peut être fait concrètement au niveau juridique, c'est jamais perdu. Soit ça va servir aux chiffres, soit ça va servir justement à bâtir un historique pour enlever les personnes dangereuses des rues. Puis justement, pour essayer d'être le plus concret possible, supposons que moi, je suis un jeune musulman et je subis un événement comme ça, qu'est-ce que je dois faire? C'est sûr que si tu es un jeune, tu dois te poser plein de questions, qu'il y a l'aspect émotionnel qui rentre dans l'équation. Moi, ce que je te dirais, c'est que le Conseil national des musulmans canadiens est là pour toi. Premièrement, si tu veux juste être guidé dans ce que tu veux faire, n'hésite pas à signaler au Conseil national des musulmans canadiens. Après, tu vas parler avec une personne, une experte, un expert sinon, qui va te dire exactement, OK, dans telle situation, voici quel recours se présente en toi. Des fois, il faut aller à la police directement. Des fois, c'est comme, OK, non, tu perds pas de temps, tu dois appeler la police, tu dois faire un rapport de police. Que ça doit être signalé, ça doit être investigué. Parce que s'il se passe quelque chose, souvent, il peut y avoir des caméras, on peut retrouver la personne. Puis surtout, si toi, tu as été ciblé, qu'est-ce qui dit que la personne qui t'a ciblé ne va pas cibler quelqu'un d'autre? Ouais. Surtout quand la sécurité de la personne est en danger. Donc, il y a ça. Sinon, il y a plusieurs scénarios que je pense que les juristes du conseil sont très bien équipés là, pour aider là-dedans. Mais je dirais, si tu sais pas quoi faire, va sur le site du Conseil national des musulmans canadiens, fais un signalement et on va te répondre là, dès que possible. D'ailleurs, avant de continuer, donc, on précise qu'on va mettre en description de cette vidéo, Inch'Allah, les liens pour accéder à la page du NCCM. Et tu sais, Yasser, tu as donné un conseil qui rejoint quelque chose qui s'est passé dans le Coran. C'est l'histoire d'un prophète. C'est le prophète Suleyman, alayhi salam. Et subhanallah, pas beaucoup de gens ont le réflexe de le voir ainsi, mais subhanallah, c'est un des premiers dars que le cheikh qui m'a donné la chance de commencer à donner des conférences aux jeunes m'avait transmis. C'était avec l'oiseau, le hudhud, l'oiseau qui travaille pour Suleyman, alayhi salam. Il était parti loin, il avait tardé. Et là, il a vu des gens en train d'adorer donc des fausses divinités, donc le peuple de la reine de Saba. Son premier réflexe, c'était de rapporter l'incident au prophète Suleyman, alayhi salam, qui est un prophète, qui est aussi un roi, qui a du pouvoir, qui a le nécessaire pour interagir face à ce genre de situation-là. Et à partir de là, les savants en ont déduit comme règle, subhanallah, comme règle islamique, que en tant que musulman, nous avons un devoir d'agir, mais tu agis selon tes capacités. Et donc, si tu es confronté à une situation où toi, directement, tu ne peux pas nécessairement changer les choses, refaire-les à quelqu'un de plus compétent que toi et tu auras fait ton rôle, Inch'Allah. Donc, subhanallah, c'est le lien directement cliqué dans ma tête quand je t'ai entendu parler. Barakallahu fik. Merci, mais merci pour la référence, c'est inspirant. Alhamdulillah. Euh, mais donc, pour rebondir sur ça, donc, si tu devais nous faire un genre de portrait, nous dresser un portrait approximatif de l'état de l'islamophobie au Québec, si jamais tu as des chiffres, des statistiques, surtout au courant de ces dernières années, et avec les événements et certains projets de loi qui ont été mentionnés tout récemment.
Donc dirais-tu que, c'est-à-dire le taux d'islamophobie est en train de grandir? Quelles sont, c'est-à-dire les implications et comme j'ai dit, le portrait de l'islamophobie ici au Québec? La première chose pour répondre à cette question, c'est qu'il faut dire qu'il faut plus d'études. C'est un phénomène, l'islamophobie, qui est sous-étudié, je dirais, au Québec. Il faut mettre les moyens pour l'étudier davantage pour pouvoir justement chiffrer la situation. Mais allons concrètement et pragmatiquement pour parler d'islamophobie. L'islamophobie, premièrement, c'est quoi? On dit, OK, c'est tout ce qui est action hostile, préjugés, stéréotypes, actes de discrimination qui portent préjudice justement à quelqu'un par rapport à son appartenance à l'islam, OK? Ou son appartenance même présumée à l'islam. Tu peux être non musulman et si tu as une barbe, ben, on peut utiliser des stéréotypes contre toi pour dire quoi que ce soit. Vous savez où je m'en vais avec ça. Donc, ça, c'est la définition de base et j'aimerais peut-être éventuellement que plus tard dans l'épisode, on pourrait peut-être parler sur une autre définition que j'ai à offrir aux spectateurs. Mais j'aimerais parler de quelque chose qui a été adopté en 2019 au Québec et ça, c'est vraiment unique dans tout le pays. En 2019, le gouvernement actuel a adopté ce qu'on connaît sous la loi 21. OK, tout le monde a déjà probablement entendu la loi 21, mais ça, c'est une loi qui vient institutionnaliser la discrimination envers les personnes visiblement musulmanes. OK. En gros, qu'est-ce que ça dit cette loi-là? C'est une loi qui dit que les personnes qui travaillent pour le gouvernement du Québec en position d'autorité n'ont pas le droit de porter des signes religieux. Et là-dedans, on inclut le port du voile pour les femmes. OK? Puis, allons-y étape par étape. C'est quoi une personne en position d'autorité qui travaille pour le gouvernement? Ben, ça peut être un juge, ça peut être un policier, gardien de prison, enseignant, enseignante. Puis dans justement la loi, le projet de loi, comment elle a été déposé, puis maintenant c'est devenu une loi, la loi 21 depuis quoi, 6 ans maintenant, c'est dit: «Ah, ça va toucher», c'est une loi modérée qui va toucher tout le monde de la même façon. Mais la réalité, c'est que les femmes musulmanes sont touchées de façon super disproportionnée par rapport au reste, des personnes de la société. Donc on peut même se dire que c'est une loi qui vise directement les personnes musulmanes. Donc ça c'est clairement quelque chose que le Conseil national des musulmans canadiens lutte contre. Parce qu'à la fin de la journée, puis ça, on peut avoir une discussion aussi très, très, profonde sur la laïcité, puis c'est quoi la laïcité? Mais qu'est-ce qui est le plus important quand tu es, par exemple, enseignante? Est-ce que c'est ton apparence, c'est-à-dire qui tu es? Ou c'est ce que tu véhicules? Qu'est-ce que tu communiques? Qu'est-ce que tu transmets justement à la future génération des Québécois et des Québécoises? C'est ça la vraie question. Et nous, on pense que la compétence, ben, elle ne doit pas être brimée par le fait que tu portes un signe religieux. Puis encore plus absurde que ça, c'est qu'au début de l'année scolaire 2024, il y avait une pénurie de plus de 5000 enseignants au Québec. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a embauché des personnes qui n'étaient pas légalement qualifiées ou justement diplômées en enseignement pour combler ce vide-là. Mais les personnes, les femmes musulmanes à qui on leur dit non, vous ne pouvez pas enseigner parce que vous avez une foi, ben elles, on a dit non, on préfère être engager des personnes qui ne sont pas nécessairement qualifiées comme vous que vous embaucher. Donc ça, c'est par rapport à la loi 21. C'est une longue lutte juridique là, qui dure depuis 2019. Et en automne 2025, ça va être entendu par le plus haut tribunal du pays. La Cour suprême du Canada, qui est probablement, cette étape-là, ça va être probablement l'étape ultime juridique pour voir ce que les tribunaux vont trancher par rapport à la loi 21. Est-ce qu'elle va demeurer ou pas? Donc ça, c'est la situation en ce moment. Puis récemment, on a aussi entendu parler d'un projet de loi qui est sorti vers la fin du mois de Ramadan, le projet de loi 94, si je me rappelle bien. C'est projet de loi visant à renforcer la laïcité dans le réseau éducatif d'éducation. Ça, c'est le titre dégueu là, du titre. Ça, c'est un projet de loi qui a été déposé, puis c'est un projet de loi qui a des choses dedans que la communauté musulmane et les musulmans vont adhérer à 100% ou adhèrent déjà à 100%. Par exemple, la protection des valeurs québécoises, c'est-à-dire l'importance du français. On sait qu'au Québec, le français, c'est une valeur très importante et je dirais que la population musulmane contribue positivement justement à l'essor du français au Québec parce que la plupart viennent de pays comme l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Nord, le Maghreb. Et c'est des populations qui, justement, qui tiennent très fort au français, qui est une valeur centrale au Québec. Je suis prof de français. Ah, ben et voilà, exemple sur place.
Fait ça, c'est excellent. Aussi, il y a d'autres concepts aussi qui sont présentés dans ce projet de loi, comme l'égalité homme-femme. Et justement, on demanderait aux étudiants et au personnel d'être exempts de tout comportement qui discrimine par rapport au sexe, par rapport à plusieurs motifs protégés. Et il y a personne qui va te dire, ah non, on est contre ça. Le seul aspect qui vient un peu toucher la communauté, c'est l'aspect où on veut étendre dans ce projet de loi l'étendue ou la portée de la loi 21. Jusqu'à présent, c'était les enseignants et les enseignantes au niveau éducatif qui étaient touchés par ça. Là, il y a une volonté justement d'étendre l'interdiction des signes religieux pour tous les employés de l'école. Du moment que tu as un contrat de travail avec le centre de service scolaire, ben là, tu peux pas porter de signes religieux si tu es employé justement de ce centre de service scolaire-là. Puis ça, c'est un peu problématique, là. Mais imagine par exemple, quelqu'un qui n'a pas du tout rapport, qui n'a pas de contact avec les étudiants. Et même s'il avait un contact avec les étudiants, on ne voit pas nécessairement de problème par rapport à ça. Mais si tu n'as pas de contact nécessairement avec les étudiants, tu es juste embauché par le centre de service scolaire pour le service de garde, par exemple. Tu pas le droit. C'est quoi? C'est ce qu'on essaie d'invisibiliser les musulmans qui pratiquent leur religion d'une façon un peu plus lisible? Est-ce que c'est ça la volonté? Puis je pense pas que c'est en tant que société, c'est là qu'on veut se diriger, au contraire. Si on essaie justement d'enlever la religion complètement de l'espace éducatif, ben, les jeunes étudiants, quand ils vont graduer de leur secondaire, ils vont être dans une société où il y a des signes religieux. Fait que comment ils vont aborder ça? Puis moi, je suis pas d'accord pour dire que si tu portes quelque chose, c'est que nécessairement tu es prosélyte. Et prosélyte, ça veut dire que tu fais un effort de conversion ou de forcer ta religion sur quelqu'un. Pas du tout. Comme toi, Marwan, toi, Hicham, tu portes une veste noire et toi, tu portes un pull bleu marin. Est-ce que vous êtes en train de faire un message pour dire qu'on doit tous porter ce style vestimentaire-là? Non, c'est quelque chose, c'est un habit que vous aimez, que vous appréciez, que vous portez. Ça reflète qui vous êtes. Mais dans votre travail, dans vos fonctions, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes dans une démarche justement de forcer les pulls bleus ou les vestes noires sur les gens autour de vous. Donc, c'est juste quelques incohérences comme ça qui posent vraiment problème. Et là, c'est vraiment au niveau institutionnel. On parle plus juste dans les rues. Et le problème avec ça, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que quand il y a des... On s'entend, OK. La population musulmane au Québec, elle augmente en termes de visibilité. On est de plus en plus visible et c'est normal. Il y a des mouvements de migration. Il y a aussi des gens qui acceptent justement une nouvelle foi, qui est la foi des musulmans. Et ça, c'est normal dans n'importe quelle société. Les gens choisissent la foi qu'ils souhaitent. Puis pour certaines personnes, ça peut créer justement un malaise, justement de voir qu'il y a une visibilité d'une population qu'on ne voyait pas avant. Et ça, on le comprend à un certain degré. Je suis pas sûr, puis surtout avec comment c'est couvert par certains médias et certaines plateformes, on peut comprendre justement ce sentiment, puis on peut pas blâmer quelqu'un d'avoir peur, d'avoir une crainte. On a juste un devoir justement de se rapprocher de cette personne-là parce que cette personne-là a des questions. Mais là, les autorités ou les législateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regardent ça puis ils disent: «OK, c'est un problème, ça peut ça» puis ils ont leur interprétation qu'on va pas rentrer nécessairement là-dedans. D'ailleurs, c'est très dur de dire c'est ça leur interprétation par rapport à certaines choses, mais ils disent: «OK, on va passer des lois pour minimiser cette visibilité-là. OK, on va la minimiser dans certaines institutions». Mais ce genre de loi-là, dans la société, les répercussions que ça a, c'est que ça vient légitimiser une certaine discrimination, une certaine hostilité par rapport aux musulmans. Parce que si l'autorité principale au Québec, qui est le gouvernement, te dit c'est correct de discriminer quelqu'un parce qu'il porte un signe religieux, ben c'est très normal. Ça vient, on dit, normaliser dans la société le fait qu'on discrimine les musulmans et les musulmanes. Et c'est ça, malheureusement, la situation à laquelle on fait face aujourd'hui. Ça vient légitimiser la discrimination. Donc là, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Puis on a touché au fameux sujet de la laïcité qui, peut-être que vous le remarquez aussi, prend vraiment de plus en plus de place dans la société québécoise. Puis c'est devenu un enjeu pour les politiciens. C'est quoi leur position par rapport à la laïcité? Là, juste récemment, donc on a Yves-François Blanchet qui a fait toute une affiche pour ces élections fédérales et il présente la laïcité comme étant le point le plus important de sa campagne électorale. Alors que c'est des élections qui sont fédérales, mais lui, il vise surtout la population québécoise et il a mis la laïcité au centre de sa campagne. Donc, la laïcité, c'est devenu un sujet central au Québec. Et en réalité, la laïcité, ce que Tariq Ramadan a passé sa vie à dire, c'est que la laïcité telle qu'elle est appliquée en France, et nous au Québec, on prend beaucoup de ce qui est fait en France, la laïcité telle qu'elle est appliquée en ce moment, en réalité, c'est une néo-laïcité qui vient stigmatiser les musulmans.
Parce que lorsqu'on prend une loi, ce qu'elle dit dans le texte, et ensuite on regarde comment elle est en application, qu'est-ce que ça donne lorsqu'elle est appliquée sur le terrain, on réalise qu'elle touche une seule communauté, ou bien en grande majorité une seule communauté. Et ce que Tariq Ramadan disait aussi, c'est que nous, tout ce qu'on demande, la communauté musulmane, c'est qu'on applique la vraie laïcité. La vraie laïcité, c'est que chaque personne puisse appliquer sa religion comme il le veuille et qu'il y a une distinction claire entre l'État et la religion. Et nous, la communauté musulmane au Québec, c'est tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir pratiquer notre religion et que l'État soit séparé de la religion. Mais si jamais l'État a cette néo-laïcité qui en réalité est anti-religieuse, cette nouvelle laïcité, en vrai, ce qu'elle doit faire, c'est pas de laisser à chacun pratiquer sa religion, mais plutôt d'effacer les religions le plus possible. On s'en va dans ce sens-là. On veut effacer la religion de l'espace public. Quand il n'y a pas si longtemps que ça, François Legault disait qu'il voulait interdire la prière dans l'espace public général. Donc, on voit qu'il y a ce malaise-là par rapport au simple fait de voir la religion en action. Donc, la nouvelle laïcité, c'est plutôt de l'anti-religieux. Et cette nouvelle laïcité-là, en application, va avoir des répercussions énormes. Donc, moi, ma question pour toi, Yasser, c'est en tant que musulman, comment est-ce qu'on peut naviguer cette nouvelle laïcité qui est en train d'essayer d'être mise en place? Euh, donc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, si on me demandait, je rejette cette compréhension de la laïcité complètement. Il y a une seule laïcité et la communauté musulmane, elle adhère à 100% à la laïcité. Qu'est-ce qu'on veut dire par la laïcité? Si tu dis que ça veut dire la séparation des pouvoirs de la religion et de l'État, il n'y a aucun... Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, non, je veux que telle autorité religieuse ait une certaine parole, un certain pouvoir ou influence sur des décisions du gouvernement, par exemple. Il y a vraiment pas de problème avec ça. La laïcité, ça s'applique aux institutions, mais ça ne peut pas s'appliquer aux individus. Puis regardez, par exemple, la loi 21, si on prend ça comme exemple, il y a un argument qui a été fait et qui a beaucoup circulé qui dit que on peut dire aux gens, OK, on ne vous dit pas de ne pas pratiquer votre religion. On vous dit juste quand vous travaillez de 9 à 5, vous, vous changez votre apparence, vous mettez votre religion de côté comme ça n'existe pas de façon très robotique. Et puis après, vous pouvez la remettre quand vous finissez votre travail. Quel message on envoie à la personne? C'est que oui, on t'accepte, mais pas dans ton entièreté, OK? Heu, il faut vraiment comprendre c'est quoi la laïcité. Je pense qu'en tant que communauté, on a vraiment un devoir pour être ferme et clair par rapport à c'est quoi la laïcité. Oui, la laïcité, on ne veut pas que les institutions religieuses aient de l'influence sur les institutions publiques, mais les individus, ça, c'est une autre histoire et ça, c'est complètement différent et c'est là, je pense que la loi 21, elle a étendu ça, c'est même plus la loi, c'est comme c'est rendu dans la loi, là. Ça. Puis, faut pas il faut être sûr de savoir c'est quoi la laïcité pour être sûr de ne pas tomber justement dans ce piège. Oui, mais nous, on est laïcs au Québec. Ouais, l'argument peut être fait que les musulmans au Québec sont très, très laïcs. Ce qu'ils demandent, c'est juste le droit de pratiquer leur religion et d'être eux-mêmes sans être visés par rapport à leur appartenance ou à leur foi, tout simplement. On est la communauté de lakum dinukum waliyadin. C'est ça qu'on a dans notre patrimoine. Et malheureusement, moi, ce que je remarque avec cette nouvelle laïcité, c'est que souvent on la présente comme étant, nous, on veut la neutralité de l'État. Mais en réalité, est-ce que tu es neutre si tu es anti-religieux? De dire je ne veux pas de signe religieux, est-ce que c'est réellement neutre ou bien c'est plutôt non, tu prends position, tu es juste contre la religion, tu ne veux pas l'avoir. Donc Et tu te justifies par la laïcité. exactement, donc réellement, ce n'est pas de la neutralité que qu'on a avec ça. Je vais aller même plus loin. On parle beaucoup de l'islam et des musulmans, mais on parle très peu avec les musulmans. Si on veut vraiment régler les vrais problèmes de société, on ne peut pas les régler sans un certain groupe de personnes qui est directement affecté par ces lois-là, législations-là. Fait qu'il faut qu'on soit un peu plus vocal à chacun de notre niveau, là où on est, de justement reclarifier certains points et de se réapproprier le narratif par rapport à notre communauté. Sinon, on va se le faire dicter par des étrangers, des gens qui n'ont rien à voir avec notre communauté. Ouais, et justement, j'ai envie de rebondir là-dessus et de manière plus générale, c'est quoi le conseil que tu aurais, surtout à la jeunesse musulmane ici? Donc là, on a une génération qui a grandi, qui est née ici, qui est québécoise. Euh, Quel conseil tu aurais à leur donner pour l'émancipation de la communauté musulmane au Québec? Si, si on veut réaliser un quelconque changement, il faut commencer par soi-même. OK? On est la base, selon moi, de tout changement dans la société. Premièrement, il faut y croire que le changement est possible, qu'on n'est pas condamné à vivre dans un système où on est constamment ciblé puis on est toujours en train de gérer ça. Premièrement, y croire au changement. Deuxièmement, il faut travailler au niveau de son état d'esprit pour savoir si quelqu'un,
puis je le dis à nos auditeurs, nos spectateurs, s'ils veulent faire un test pour savoir s'ils ont le bon état d'esprit pour réaliser le changement, il faut se poser une question. Est-ce que mon état d'esprit actuel me pousse à l'action ou à l'isolement, à l'inaction? Excellent. Si ça te pousse à l'action, excellent. Si ça te pousse à l'isolement, au désespoir, à l'isolement ou des choses similaires, il faut changer. Il faut un travail à ce niveau-là. Donc, c'est bon, tu as fait ton test, tu as envie de faire des actions, tu as envie d'œuvrer, tu as envie de réaliser le changement à ton niveau, excellent. Il faut être informé. Si on veut une communauté réellement mobilisée, il faut que notre communauté sache ce qui la touche. Il faut qu'elle sache directement comment ça l'affecte. Elle doit aussi savoir c'est quoi ses droits. Parce que imagine quelqu'un qui veut défendre ses droits, mais il n'a aucune idée c'est quoi ses droits. Qu'est-ce que tu vas défendre exactement? Parce que aussi, l'importance de défendre ses droits, c'est que si tu as des droits et tu n'es pas capable de défendre, est-ce que tu as vraiment des droits? C'est ça la question en ce moment. Donc, tu t'es informé, tu connais tes droits. Là, maintenant, tu as envie de passer à l'action. Là, tu as envie de mener certaines choses. Parfait. Mais assure-toi d'être dans une cohérence communautaire. OK? Il faut savoir comment. C'est-à-dire, comme tu parlais, c'est qui les autorités? Les autorités, pour faire des signalements, ben, il faut les connaître. Il faut savoir une certaine façon de faire, une certaine cohérence dans cette façon, justement, de défendre les droits de la communauté musulmane. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont tellement touchées par certains phénomènes. Puis c'est dur, là. Il y a des gens, leur mère, on leur dit, OK, ta mère, c'est une enseignante, mais elle ne va pas être embauchée parce qu'elle porte le voile. C'est dur. Ta sœur, elle a étudié 3 4 ans d'enseignement. Elle pourra jamais enseigner si elle renonce pas à sa religion. C'est à ce C'est genre ça. de choses que je faisais allusion tout à l'heure quand je disais que parfois, émotionnellement, ça peut être difficile pour certains. C'est blessant, ce là. Ouais, ben, il faut pas laisser justement l'émotion puis juste exprimer sa colère d'une façon non, Voilà. il y a des façons justement de faire des revendications collectivement, de se faire entendre, de porter notre voix ensemble. Puis il faut juste savoir comment le faire. Mais ça, c'est quelque chose qui s'organise, ça, c'est quelque chose qui se discute. Puis je pense que, heu, le nombre d'initiatives de la communauté par rapport à ça, il y en a beaucoup. Il faut juste s'assurer d'avoir une certaine cohérence là, justement, avec la façon qu'on peut faire ça. Alhamdoulilah. Et donc j'espère que justement avec cette discussion-là, donc notre communauté, surtout nos jeunes qui sont la relève de demain, qui sont l'espoir de la communauté, Inch'Allah, hein, ils vont se bouger encore plus parce qu'ils ont beaucoup de bonnes intentions, ils sont motivés, ils veulent juste savoir quoi faire et comment le faire et Inch'Allah, ils sont très motivés à le faire. Donc juste par exemple à travers la page AGMM Laval, alhamdoulilah, sur Instagram, on reçoit beaucoup de demandes, de questions, de jeunes qui veulent s'impliquer pour aider la communauté musulmane. Et justement, une des leçons qu'on peut en tirer, c'est que si tu veux aider la communauté musulmane, instruis-toi, éduque-toi, sois équipé, sache comment parler. Comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure de il se peut que tu aies une interaction dans la rue avec quelqu'un qui utilise la laïcité, mais lui-même, il ne comprend même pas c'est quoi la définition de la laïcité. Pourquoi tu l'as laissé utiliser ce terme alors que peut-être tu as une meilleure définition que lui? Va t'instruire sur c'est quoi la laïcité, tu sauras comment te défendre. C'est Hicham, par exemple, tout à l'heure, il a utilisé l'exemple de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan nous a toujours rendu fiers lorsqu'on le voyait sur les plateaux de télévision et que face aux gens qu'il avait devant lui, c'est-à-dire, ils maîtrisaient leur concept mieux qu'eux. Il était capable de les défendre ainsi. Ou si on voit par exemple aujourd'hui avec ce qui se passe en Palestine, on a par exemple Mehdi Hassan, je pense que tout le monde le connaît. Lorsqu'on voit par exemple, il y a même carrément des compilations de comment parfois il maîtrise les statistiques, les chiffres et les faits mieux que les personnes qui fait des entrevues avec sur ce genre de sujet-là. Donc ça, ça fait toujours plaisir voir un musulman qui est réveillé, qui est instruit, qui sait de quoi il maîtrise les définitions. Moi, c'est la leçon principale que je retire de ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Donc j'espère que nos jeunes pourront s'en inspirer, Inch'Allah. Non, je l'espère aussi. Puis, si je devais finir sur une dernière réflexion, c'est qu'on est tous dans un cheminement d'instruction justement pour utiliser cette connaissance-là pour l'amélioration de la société. Puis, notre intérêt à nous, c'est pas juste en tant que personne, membre de la communauté musulmane, notre intérêt, c'est pas juste le bien de la communauté musulmane, non. La communauté musulmane a quelque chose à offrir à la société. Toujours à dire exact. La communauté musulmane a quelque chose à offrir. On veut, là, on est québécois. Ouais. C'est ce que nous sommes. Puis laisser quelqu'un nous dire non, tu ne fites pas dans telle définition, ma définition de c'est quoi qui est figée, là, la définition figée de c'est quoi québécois, ça, tout simplement, on ne peut pas l'accepter. On continue de s'instruire, mais il faut aussi comprendre que moi, par exemple, si je ne suis pas un avocat, OK, mais je m'instruis en droit, mais je ne serai jamais avocat si jamais. Donc, il y a toujours des gens
toujours, et surtout dans la tradition religieuse, il y a toujours cette notion d'expert. Si vous ne maîtrisez pas nécessairement à 100% le sujet, n'hésitez pas à consulter. Exactement. N'hésitez pas à consulter. Puis il y a les institutions, celle pour laquelle je suis, le Conseil national des musulmans canadiens, elle est 100% disponible pour aider dans cet effort-là. Puis j'espère que ces discussions sera bénéfique pour tous. Soyez l'oiseau du prophète Suleiman, alayhi salam. Et aussi, tu as dit quelque chose d'intéressant que la communauté musulmane a de quoi offrir ici au Québec à ce sujet. Donc, à nos spectateurs qui n'ont pas encore écouté, on les refait justement au premier épisode de notre podcast qu'on avait fait sur l'incident de Bedford. On a donné des exemples concrets de ce que tu viens de dire. Donc, pour ma part, je te remercie, Akhi Yasser. Merci beaucoup. Moi de même, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Quand on parlait de qui on voulait prendre comme invité, tu la première personne à qui on a pensé, puis on est vraiment satisfait. On ne l'a pas regretté. Merci. Merci beaucoup. On se reprendra une autre fois. On fera ça avec toi, c'est sûr. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Ça va.